Ici Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. Pour B. le dernier numéro du Bondy Block C, Café. PVC. Sur les plateaux télé. Bondy. Bondy, Bondy. Bloc. café. Bondy Block Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Bloc Café. J'ai remarqué l'ascenseur du parking là. Madame, il va vouloir faire attention. Bonjour. Ah non, ce serait pas bien. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir, Nardine Nabili. Bienvenue à Bondy. Merci. Je vous débarrasse. Votre sac. Vous êtes venu en RER comme d'habitude. C'est beaucoup plus rapide. Il y avait du monde. Merci. Bah, comme tous les soirs. Et je vous invite à prendre place au bar, à commander une boisson. C'est Bonsoir. moi vous êtes là, Nadège, vous connaissez Nadège. Bonsoir Nadège. Bonsoir, Nadège. Un Perrier, rondelle. Et moi un jus d'orange s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. C'est pas la première fois. Non, Votre vie a changé depuis quand même. un peu. Comme quoi, quand on vient à Bondy, après on devient président de quelque chose ou présidente. Vous voyez, Ah oui. donc il y a quand même il y a quelque chose quand même qui se passe dans cette atmosphère-là. Et oui, ça porte chance, peut-être. Alors, est-ce que votre vie a changé? J'imagine que oui. Oui, c'est un peu compliqué parce que j'arrive dans un univers où il y a beaucoup de monde et en même temps, ça fait 17 ans. Donc les habitudes sont bien ancrées. Donc pour remettre tout le monde en mouvement, par exemple pour mettre la culture digitale dans le conseil régional, c'est un vrai sujet. D'accord. Pour mettre... Bah, déjà, pour féminiser la fonction, déjà. Ah c'est oui, pas mal, et ça. on est passé d'un président homme, président de la commission des finances homme, médiateur homme, à une présidente de la commission des finances et une déontologue femme, une directrice de cabinet femme. Mais ça leur fait un petit peu toujours. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les franciliens? Parce que c'est ça, finalement, le plus important. Bah, je crois qu'on est beaucoup plus, en tout cas de mon côté, on est beaucoup plus sensible aux détails du quotidien. On essaye de mettre en place une gouvernance un peu différente, plus sobre, plus économe, même y compris en palame. On a supprimé beaucoup de choses qui encombraient les séances du conseil régional qui duraient des jours et des jours. Les séances de nuit, par exemple. Parce que beaucoup de femmes hésitent à se lancer en politique parce qu'il y a des séances de nuit. Donc là, on a resserré, on a fait en sorte que ce soit plus musclé. Et vous êtes contente de ça? Oui, parce que je pense que c'est de l'efficacité et que les franciliens, ils ont besoin de voir les décisions concrètes qu'on va prendre. Quand on dit on divise par 3 les voitures de fonction, quand on dit voilà, on va commencer à aller dans les transports en commun, on prendra le RER, on va donner l'exemple, c'est que des symboles. Pourquoi Hein. on n'a pas fait ça avant? Même à gauche, par exemple. Oh, je Parce que pense ça paraît finalement assez simple, ce que vous êtes en train de dire. Ouais, mais... Le bon sens, à la limite. Ouais, mais je pense qu'il y a des habitudes. Et puis, il y a aussi un aspect générationnel aussi. Je pense que le fait de se mettre au numérique, de ne pas avoir le Wi-Fi au conseil régional, c'est un truc de fou. Est-ce que ça vous change, au vous, quand on 21e vous siècle. dit Madame la Présidente? On dit Madame la Présidente ou Monsieur ou Madame le Président? On dit Madame la Présidente, mais c'est vrai que ça me fait un peu drôle. Pour l'instant, en réalité, je pense que je réalise pas vraiment bien. Enfin, je réalise parce qu'il faut que je prenne des décisions tout le temps. Tout le temps. Bon, voilà, c'est quand même présidente, comme ça, j'ai toujours un peu l'impression que c'est quelqu'un d'autre. On n'a même pas bu. Vous vous rendez compte, on n'a même pas bu. Chine, Chine, à votre victoire, à la limite. à Bondy. On pourrait au moins Et à tout ce qu'on va en faire. D'autant plus que vous avez battu Claude Barthelone, qui est le député de la circonscription de Bondy. Et oui, je sais. Et vous êtes aujourd'hui sur ces terres, en fait. Oui. Comment vous analysez cette victoire vis-à-vis de quelqu'un qui était finalement assez favori par rapport à vous et qui peut-être s'est comporté d'une manière un peu hautaine vis-à-vis de votre candidature? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que le travail paye. Contrairement à ce qu'on pense, en politique, le travail paye. Il y a beaucoup de gens qui disent le programme, ça sert à rien, qui se moquaient un peu de moi. Donc, à chaque fois qu'on proposait des idées neuves, on me disait oh là là, Valérie Pécresse, c'est la candidate du Pass Navigo. Donc c'était un peu méprisant. Et je pense qu'en réalité, les Franciliens ne se sont pas trompés d'élection. Ils n'ont pas fait une élection politique, ils ont d'abord fait une élection de celles qui avaient vraiment envie de gérer leur transport, D'ailleurs, de Claude construire du Barthelone logement. disait
en gros, c'est la candidate de Sarkozy, en fait. Je pense que Claude Barthelone, dans la dernière ligne droite, a fait une erreur. Sur la question de la race blanche, Oui, par exemple. oui, parce qu'il a racialisé, il a voulu cliver, il a voulu me faire passer pour ce que j'étais pas, et tout le monde savait que j'étais pas raciste, j'étais pas extrême droite. C'était quand même un peu paradoxal d'appeler à voter Christian Estrosi ou Xavier Bertrand et de dire que les Républicains étaient racistes. Vous pensez que c'est là où les choses se sont déclenchées pour vous? Non, mais je pense que... Parce que c'est quand même limite, hein, c'est 60 000 ou 75 000 voix, je crois. Je pense qu'il y a eu effectivement, entre les deux tours, une énorme mobilisation parce que j'avais en théorie pas de réserve de voix établie, une énorme mobilisation des Républicains et de tous bords, contrairement à ce qui a été dit, et notamment de centre-gauche. Moi, j'ai des amis qui n'avaient jamais voté à droite et qui ont voté à droite pour la première fois au deuxième tour des régionales. Et je pense que c'est parce qu'ils ont voulu réaffirmer que la République est une et indivisible, que les races, ça n'existe pas. Et je pense que c'était un message très fort d'esprit républicain. En Ile-de-France. Valérie Pécresse, je vais vous montrer plein de jeunes républicains. C'est les jeunes du Bondi Blog qui, justement, ont réagi à l'annonce de votre venue au Bondi Blog Café numéro 2 en ce qui vous concerne. On reçoit Valérie Pécresse, qui est la nouvelle présidente du Conseil régional Île-de-France. Quelques mots sur Valérie Pécresse. Sa première expérience en politique, c'est autour de 15 ans, dans un camp des jeunesses communistes. En 97, elle a le choix entre rejoindre l'équipe de Jospin et rejoindre l'équipe de Chirac. Elle choisit de rejoindre l'équipe de Chirac. Et aujourd'hui, c'est devenu une représentante quand même de la droite assez dure. Moi, je dirais plus que c'est la droite opportuniste, plus que vraiment dure. Elle est quand même un peu moins dure que Sarkozy, mais en même temps, c'est pas difficile. C'était pas acquis, hein. Elle a été beaucoup présente pendant la campagne, on la voyait beaucoup sur le terrain. Ça, c'était un ressenti que j'avais comparé à Barthelone, qui lui était beaucoup plus serein, il pensait que tout était acquis. Elle avait quand même un peu plus de rage, plus de niaque. Mais on a l'impression que oui, elle caresse les gens dans le sens du poil. Elle dit ce que les gens ont envie d'entendre. Mais le problème, c'est qu'elle ne prend pas position. C'est-à-dire que clairement, par rapport à Nicolas Sarkozy, elle reste quand même sur des oppositions fines. Elle n'assume pas vraiment ses positions. Et c'est ça son réel problème. Et c'est quand même opposé à Nicolas Sarkozy sur la déchéance de nationalité. C'est quand même une opposition forte. Je pense qu'elle fait ça aussi pour ses intérêts personnels. Elle vient de gagner la région Île-de-France. C'est peut-être une des régions les plus peuplées en binationaux. Ça reste une opposition assez légère à mon sens. Elle est la nouvelle présidente de la région Île-de-France, donc ça implique et ça impose un certain nombre de choses ici, notamment en termes de transport, en termes d'université, de lycée. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier, notamment sur un de ces points-là? Moi, je voulais parler du chômage, parce que y a 1 million de chômeurs en Île-de-France. Et on voit qu'à la Plaine Saint-Denis, il y a des entreprises qui s'installent. Mais pourtant, le chômage continue d'augmenter, surtout en Seine-Saint-Denis. Aider les entreprises, peut-être, ok, pas de problème, mais pas leur signer un chèque en blanc. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'il y ait réellement un engagement de ces entreprises-là à recruter vraiment les gens qui sont là. Si l'entreprise s'installe là-bas, c'est vraiment pour aider la population locale. Le problème, en fait, c'est qu'on n'a pas un contrôle sur les entreprises et que, on l'a vu à travers la politique de la ville, par exemple, quand des entreprises s'installaient dans des zones franches avec des exonérations d'impôts, ils n'engageaient quand même pas dans la ville en question et ils continuaient à faire venir de loin parce que, c'est leur argument, parce qu'ils disaient qu'ils ne trouvaient pas les gens diplômés qui pourraient travailler dans leurs entreprises dans les banlieues. Présidente d'une région d'Île-de-France, la plus rigide de France, elle a les leviers de l'économie dans les mains. Elle sera donc comptable d'énormément de choses, c'est-à-dire l'emploi, le travail et les transports. Donc elle a la capacité d'agir et donc à l'heure du bilan, oui, on pourra lui demander des comptes. Voilà, Valérie Pécresse. Beaucoup de choses ont été dites comme d'habitude, mais on va juste revenir sur vos positions. On abordera évidemment les questions économiques. Est-ce que vous retrouvez dans ce portrait C'est vrai que moi, je suis d'une droite chiracienne au démarrage. Donc pour moi... vous cherchez le juste milieu. Voilà, je suis une enfant adoptée de la Sarkozy. Donc je ne suis pas à 100% calée sur les positions de Nicolas Sarkozy, loin s'en faut. Et c'est vrai que ça se ressent, j'imagine, dans mes prises de position. Et en même temps, je suis sans doute, parce que je suis d'une génération un peu plus jeune, peut-être plus libérale que Jacques Chirac, au sens où je crois plus à l'entreprise, je crois plus à l'initiative individuelle. On sent qu'il y a une énorme dynamique qui ne demande qu'à se mettre en marche, y compris en Seine-Saint-Denis, et que cette dynamique, peut-être, on ne lui ouvre pas la porte. Donc moi, je voudrais être un président entrepreneur. C'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Une présidente. Une présidente entrepreneur.
mais je dis un président, ça fait mieux. Surtout dans un milieu aussi macho que la politique. Mais une présidente entrepreneure, moi je récuse complètement, et là j'ai un vrai clivage avec Nicolas Sarkozy, l'idée que l'économique c'est secondaire. Je pense que la réponse économique, elle est énorme, y compris en matière de cohésion sociale, y compris en matière de cohésion nationale. Et que si tout le monde avait un emploi, que si tous les parents étaient sûrs que leurs enfants allaient avoir un avenir en France, les choses seraient bien différentes. Alors, je vous laisse terminer votre Perrier. Et on va vite rejoindre les blogueurs justement pour aborder toutes ces questions de chômage, d'emploi, d'université, d'envie d'entreprendre. En tout cas, vous connaissez cette émission puisque vous nous avez déjà fait l'amitié d'être là au mois de mars 2014. Allez-y, allez-y, c'est à droite et après à gauche. Garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Black Café. Bondy Blog Café avec Valérie Pécresse. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente LR, les Républicains donc, du Conseil régional Île-de-France. Face à vous, les 3 Bondy blogueurs qui ont préparé ce magazine, Inès Elaboudi, Mathieu Blard et Mohamed Mezré. Avant de démarrer cette émission, vous le savez, c'est une tradition. Nous publions une photo de nos invités à l'âge des Bondy blogueurs. Voici donc votre photo. Vous êtes quand même dans un état pas très... Hein? C'était où, vous vous en souvenez? Oui, on avait fait une occupation nocturne de l'ENA, et on avait couché sur place parce que c'était à l'époque d'une décision totalement démago, comme les gouvernements savent en prendre. C'était la délocalisation de l'ENA à Strasbourg. Cette décision a été un peu surréaliste. Alors cela dit, moi j'ai beaucoup évolué depuis, puisque maintenant je suis pour la suppression de l'ENA, vous voyez. D'accord, très bien. Donc cette photo... ça aurait permis de générer de là vraiment des économies. Donc c'était une photo après un sit-in, en fait. Vous étiez... Oui, on avait dormi, on avait manifesté, on avait occupé. Vous avez manifesté depuis cet âge-là ou pas? Ah bah j'ai manifesté, oui, plusieurs fois. Bon, à l'époque, je ne sais plus quelle date c'était, ça devait être en 89-90. J'avais dû manifester pour les radios libres avant. Et sinon, la dernière fois que j'ai manifesté pour Charlie, en janvier. Voilà, donc on va écouter l'édito portrait en fait de Latifa qui se trouve juste en face de vous, et ensuite on va vous faire réagir donc à cette édito. Il m'arrive aussi de manifester devant le syndicat des transports d'Île-de-France, sur la question des transports. Valérie Pécresse, je l'ai portée dans mon cœur. Elle y siégeait bien tranquillement depuis qu'en 2009, alors ministre de l'Enseignement supérieur, elle avait revalorisé la petite bourse de l'étudiante que j'étais. Je mangeais avec émotion la double dose de beurre que je mettais dans mes épinards. J'étais reconnaissante qu'elle ait préféré mettre les universités plutôt que les étudiants dans le rouge. Oui, rappelons-le, la loi LRU, c'était elle. Puis, comme dans beaucoup d'histoires, notre lien s'est altéré. Son allure de desperate housewife versaillaise ne m'attendrissait plus. Je ne voyais plus ses cheveux voler de la même manière quand dans un sourire elle a déclaré qu'il n'y avait rien tel qu'une femme pour faire le ménage. Je n'ai définitivement plus été sensible à rien lorsque, tout juste élue présidente de la région, elle fait adopter la suppression de l'aide au transport pour les étrangers en situation irrégulière. Au-delà de faire campagne comme l'extrême droite, une pratique assez répandue, Valérie Pécresse décide d'aller plus loin avec cette mesure couleur bleu marine. Espérons qu'elle sera aussi prompte à combattre ceux qui exploitent ces mêmes sans-papiers sur les chantiers d'Île-de-France. Espérons aussi qu'elle soit plus tendre avec ces banlieusards qu'elle accusait hier de venir polluer les gares parisiennes. Comme son mentor Jacques Chirac, il arrive à Valérie Pécresse de déraper. Et avoir été classée 2e à la sortie de l'ENA, finalement, ça ne veut rien dire. Tant mieux d'ailleurs, puisqu'un bon élève ne fait pas vraiment un bon politique. Puisqu'être bon élève, c'est se contenter de faire ce qu'on nous demande. Mais ça, en politique, ça porte un autre nom, la démagogie. Voilà, donc c'était l'édito portrait de Latifa qui est juste face à vous. Donc si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez lui dire quelque chose. Alors d'abord, sur les universités dans le rouge, celles qui étaient dans le rouge, c'était des universités qui n'avaient pas eu peut-être toutes les compétences de gestion pour gérer l'autonomie. Et ce qui est vrai, c'est que l'autonomie des universités, on savait que des universités allaient trébucher. On savait que toutes les universités n'arriveraient pas forcément à gérer l'autonomie. Oui, on ne peut pas dire que la loi LRE fait du bien à toutes les universités. Oui, mais parce que je pense qu'à un moment donné, l'autonomie est très importante pour l'université, parce que c'est ce qui lui permet de bâtir un projet. Et que les universités qui ne sont pas autonomes, elles ne seront jamais grandes. Et moi, c'est pour ça que je voulais l'autonomie. Alors, Mathieu, puissent grandir. Madame Pécresse, je me permets de réagir sur l'autonomie des universités en termes extrêmement factuels. J'ai passé 5 ans à Paris 10. C'est une université dans laquelle les rats courent sur le campus, dans laquelle les étudiants sont en première année dans des amphithéâtres tellement bondés qu'ils restent assis toute l'année sur les escaliers des amphithéâtres.
Comment on fait pour ces universités qui ont raté l'étape de la marche, entre guillemets? Est-ce que c'est une compétence, par exemple, de la région, ça ou pas? Alors, la région a des compétences en matière universitaire et notamment, elle aide à la rénovation de certaines universités. C'est ce qu'on appelle le contrat de projet État-région. C'est un peu une espèce d'accord entre l'État et la région pour financer les bâtiments. Donc nous, on a certaines universités qu'on va rénover. D'ailleurs, le gros projet de cette année, c'est le campus Condorcet d'Aubervilliers. C'est la grande bibliothèque. Vous allez avoir, ici en Seine-Saint-Denis, la plus belle bibliothèque universitaire d'Europe. Et c'est le projet Condorcet que j'avais initié. Alors à l'époque, c'était drôle d'ailleurs. Delanoë disait, on ne construira pas à Harvard du mauvais côté du périphérique. Voilà. Parce que l'idée que l'université quitte Paris, c'était terrible. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on finance certaines choses, mais pas tout, assez peu. Et l'essentiel du reste, c'est l'État qui finance les bâtiments. Mohamed, Inès? Moi, je ne le suis plus, mais tous les étudiants que je rencontre au jour d'aujourd'hui, ils ont plus besoin de moyens, des moyens techniques pour pouvoir étudier normalement, dans des bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. C'est pas la priorité, en fait, une bibliothèque, si j'ose... Ah si, une bibliothèque universitaire, c'est très important pour bien apprendre. Parce que, attendez, pardon, mais j'y reviens. Non, mais sur les bibliothèques universitaires, c'est très important. Et c'est important aussi qu'elles puissent être ouvertes, y compris le soir. Parce que c'est des lieux d'études. Est-ce la priorité? Ah oui. Ah oui. Pour vous, c'est la priorité? C'est une des priorités, mais on ne peut pas dire qu'on va faire un monde sans bibliothèque. Enfin, Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de lire? Ça passe après les salles de cours. Oui, mais la situation, elle est tellement... Condorcet, de toute façon, le campus sera neuf, puisque tout va être neuf. Donc là, vous avez les coûts. Réparer, on a des locaux qui tombent en ruine. Il y a des locaux qui tombent en ruine et il y a des locaux neufs. C'est Nicolas Sarkozy et son gouvernement qui ont décidé de mettre 5 milliards d'euros pour la rénovation des campus universitaires parce qu'effectivement, c'était une honte. Alors, ça met du temps, ça met du temps. Peut-être que votre université ou cette salle-là n'est pas dedans. Mais en tout cas, on avait mis énormément d'argent pour la rénovation et il faudrait, je suis d'accord avec vous, en remettre encore. En fait, ce qui est dit Valérie Pécresse, si vous le permettez, en fait, c'est la question de l'éducation, notamment ici en Seine-Saint-Denis, où on a des chiffres. Par exemple, l'État consacre 47% plus de moyens dans un lycée parisien qu'en Seine-Saint-Denis. Tous les jours, une cinquantaine de profs manquent ici en Seine-Saint-Denis, par exemple dans les lycées. On a un chiffre qui est fabuleux. Moins d'1% des moins de 3 ans sont scolarisés en Seine-Saint-Denis contre une moyenne de 15% dans les autres départements. Donc on voit bien en réalité ce qui est dit là, c'est l'inégalité face à la scolarité quand on est en Seine-Saint-Denis. Oui. J'ai essayé de vous dire que quand même vous alliez avoir un très beau campus. Mais c'est vrai que... Pardonnez-moi, la question c'est comment faire pour que les structures éducatives ne soient pas des structures de reproduction des élites. Voilà, c'est ça la question. Ou de reproduction sociale. Ou de reproduction sociale au sens bourdieusien du terme. Oui, dans un département qui est le plus jeune de France, il manque des moyens. Il manque des moyens supplémentaires. Alors on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut faire, parce qu'on est la région de toutes les inégalités. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la région finance plus la Seine-Saint-Denis que les autres départements quand même. Et ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va être votre Oui, ça va priorité, continuer parce que moi ce que je veux, c'est réduire les fractures. Fracture territoriale, fracture sociale, c'est là-dessus que j'ai fait toute ma campagne. Alors comment est-ce qu'on peut faire en Seine-Saint-Denis? D'abord, les profs. Vous dites les salles de classe, il faut d'abord avoir des profs dedans. Parce que je peux vous dire que toutes les études du CNRS, quand j'étais ministre, nous prouvent que le vrai sujet pour un élève, c'est la qualité de ses profs. Premier sujet, avant même les locaux, avant tout. Donc les profs. Donc moi, j'ai proposé que si un professeur s'engage à rester 5 ans dans un lieu déficitaire, un établissement déficitaire, il soit prioritaire dans l'accès aux logements sociaux de la région. Parce que la concurrence, elle est quand même très grande à Paris, sur Paris même, par exemple. Les écoles privées, quand on met vraiment les deux dans la balance, on voit vraiment qu'elle propose un salaire qui est beaucoup plus attractif que... Non, Mohamed, c'est pas entre... là, on parle du public au public. En fait, le problème, c'est le coût de la vie en Ile-de-France qui est beaucoup plus important. Les jeunes profs, ils arrivent, ils sont tout jeunes, on leur dit payer un loyer en Ile-de-France. Ils arrivent de toute la France, c'est 2 fois plus cher que là où ils habitaient avant. Ils sont en couple, s'ils repartent dans leur Donc ça, vous allez académie. le solutionner. Première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, c'est qu'on a un sujet sur les lycées. Et là, je suis vraiment pas bien parce que mon prédécesseur a divisé par 2 la rénovation des lycées. Jean-Paul Huchon. Jean-Paul Huchon. Moi, je ne suis pas là pour accuser quiconque, mais le sujet, c'est que j'ai vu les recteurs, ils sont venus moi, ils m'ont dit, vous savez que la génération du baby-boom, qui est née en 2000, elle arrive au lycée en 2015. Dans les 2 ans qui viennent, 10 000 jeunes qui arriveront dans les lycées. Et particulièrement, évidemment, en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise, les départements les plus jeunes. C'est le département qui met le plus d'enfants au monde. Exactement. Et le sujet, c'est de ne pas avoir des jeunes en algéco. Donc là-dessus...
Il va falloir qu'on change tout. Il va falloir qu'on change le modèle. Moi, je pense qu'il faut qu'on accélère. On met 9 ans aujourd'hui pour construire un lycée. Donc là-dessus, je vais travailler. Quelques réactions des jeunes du Bondi Blog sur les primaires à gauche et à droite. Et on vous fait réagir tout de suite sur l'actualité politique. La primaire à gauche, pour moi, elle est essentielle parce que pour ne pas reproduire le cas Jospin. Pour le débat, c'est peut-être intéressant, mais je pense qu'à la fin, c'est Hollande qui gagne quand même. Et je suis pas sûre que ça exclut le fait qu'il y ait quand même des petits partis qui vont se présenter après. Primaire à droite, primaire à gauche, avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, je pense que ce sera plutôt une primaire des droites. Un détail qui va valoir son pesant d'or, c'est si c'est une primaire ouverte ou une primaire qui est réservée aux adhérents. Si c'est une primaire ouverte, dans ce cas-là, ce sera une superbe opération de com' pour le parti des Républicains. C'est une super opportunité pour eux parce qu'ils vont arriver avec la fin d'un gouvernement socialiste et leur bilan. Et c'est surtout l'occasion rêvée pour enterrer à tout jamais le sarkozysme. Pour moi, la primaire à droite, c'est plus un danger qu'autre chose parce que surtout cette année, l'objectif, ça va être de qui va savoir séduire les électeurs du Front National. Et du coup, ça va droitiser encore plus la droite et en faire une droite très dure. Inès. On a pu voir là, le week-end du 13 et 14 février lors du Conseil national des Républicains que Nicolas Sarkozy avait un peu du mal à s'affirmer, à faire preuve d'autorité. Du coup, on a l'impression qu'il y a un peu une guerre entre tout le monde pour être le président, pour la tête d'affiche, mais on n'a pas d'idée sur le fond pour nous les Français par exemple. Et vous, quel est votre regard sur votre parti? Le même. Moi, je pense que la primaire ne peut pas être une guerre d'ego, ça doit être une bataille d'idées. Et donc, moi, j'aimerais que tout le monde arrive en apportant ses idées. Je trouve qu'effectivement, dans le débat d'idées, les idées neuves manquent encore. Et vous y croyez, vous, encore, à Nicolas Sarkozy? Je n'ai pas encore fait mon choix pour l'automne parce que je n'ai pas encore les programmes de tout le monde. Et j'attends de savoir ce qu'ils vont tous dire sur tous les sujets. Mais on a l'impression que c'est que justement des facettes que là, pour l'instant, c'est plus un casting qu'on met en avant. Il n'y a pas beaucoup de formes. Vous risquez d'attendre longtemps. Moi, j'espère vraiment que ce ne sera pas ça, que ce ne sera pas un casting, que ce ne sera pas les sondages qui vont faire l'élection, que ce sera... Mais en même temps, mon expérience des campagnes me montre qu'en réalité, les électeurs se trompent rarement d'élection. Ils savent que ce qu'ils doivent élire, c'est le président de la France et que le futur président, il doit, j'allais dire, tout chambouler, tout remettre en cause. Mais est-ce que vous allez vous engager, vous, dans cette primaire ou pas? Bien sûr, je m'engagerai au vu. Enfin, moi, j'ai choisi de ne pas cumuler, j'ai choisi de ne pas y aller, j'ai choisi de me consacrer à la région à 100%, démissionner de l'Assemblée. Donc, du coup, je suis un peu moins en prise avec la politique nationale. Excusez-moi, mais vous avez l'air d'avoir un avis très critique sur la situation de votre organisation politique. Finalement, à ce moment-là, est-ce que la solution, ce ne serait pas de la quitter? Non, je ne suis pas critique sur les valeurs qu'on porte. Moi, je crois à l'autorité. Je pense qu'il y a un besoin d'autorité énorme dans la société française. Je crois à la liberté. Je l'ai dit, à la liberté d'entreprendre. Je pense que là-dessus, il faut des réformes très profondes. Moi, je suis quelqu'un de très réformateur. Vous le verrez d'ailleurs dans ma gestion de la région. Et François Fillon peut l'incarner, cette autorité? Il peut l'incarner, François Fillon? On verra à la fin, au mois d'octobre, au mois de novembre. On vous entend plus parler de François Fillon que de Nicolas Sarkozy. Oui, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est celui qui a articulé un projet économique vraiment solide. Il a dit il faut baisser les dépenses, il a dit il faut réformer le droit du travail, il a dit il faut réformer l'assurance chômage. Oui, mais en même temps, on a l'impression, franchement, qu'il n'y a pas de neuf, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de renouveau. Il n'y a pas de renouveau, c'est un peu les mêmes. Fillon, Juppé... Oui, mais là, pourquoi pas vous tourner vers quelqu'un de plus jeune, Bruno Le Maire Ah, mais moi, j'attends. Mais Bruno, il n'a pas encore déclaré sa candidature. C'est le 28 février à Vesoul, je crois. Donc, on attend de savoir ce qu'il va dire. En juin 2014, lors de votre premier passage au Bondi Blog, vous disiez que l'avenir appartient aux femmes, que vous verriez peut-être bien une femme à la tête de l'UMP qui est devenue les Républicains. Vous y croyez toujours? Oui, alors ça, je dois avouer qu'on a fait 3 bonds en arrière. Alors à l'UMP, enfin aux Républicains, pardon, j'ai encore du mal, aux Républicains, au gouvernement, partout. Enfin, j'ai l'impression que la situation des femmes régresse absolument partout. Et moi, ça m'attriste. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là... Enfin, en tout cas, moi, je ne dois ma victoire qu'à moi-même et je n'ai pas été nommée par un homme, désignée par un homme et je ne dépends d'aucun homme. Voilà. Et je pense que c'est un message qu'il faut qu'on porte pour toutes les femmes. J'essaie de faire monter des femmes autour de moi. D'ailleurs, dans mon conseil régional... Pourquoi vous me regardez quand vous parlez de femmes? Non, mais parce que je pensais notamment à une élue de Seine-Saint-Denis, Farida Adlani, qui
qui est ma vice-présidente famille sociale santé, et qui est élue de Villepinte, qui est élue de Seine-Saint-Denis. Mais j'essaie de faire monter des femmes, Babette de Rosière, Agnès Evren sur les lycées. J'essaie de faire monter des femmes pour les mettre en situation de prendre le pouvoir et peut-être d'être élues députées en 2017. Alors, on va poursuivre avec l'abécédaire. Vous savez, on demande aux jeunes du Bondi Blog de prendre un mot de l'actualité. On a choisi urgence pour ce mois-ci. Réaction des jeunes du Bondi Blog. Et ensuite, on retourne en plateau avec une question de Mathieu Blard que je viens d'interrompre à l'instant. Alors, U comme unir, car l'urgence, c'est d'unir les Français, quels qu'ils soient. U comme urticaire, celui qui me file le débat sur la déchéance de nationalité. R comme rassembler, car l'union fait la force. G comme gestion de crise, parce que nos politiques sont avant tout des gestionnaires. E comme écrire, parce que c'est notre seule force au Bondi Blog. N comme nénuphar, avec un F. N comme le no man's land des idées en politique. C comme coquille, parce que celle des politiques, c'est brisé. E comme éducation, parce que tout changement de société passe par un changement des mentalités. Mathieu. Comme vous l'avez entendu, on va encore parler un petit peu d'éducation parce que justement c'est une thématique qui est très chère au Bondi Blog. Concernant les lycées, il y a un certain nombre de vos propositions qui vont dans le sens de la sécurité, notamment les caméras ou des partenariats avec la police nationale ou les polices municipales pour sécuriser les abords de ces lycées. Est-ce que finalement la priorité c'est vraiment ça dans les lycées ? Ah oui, c'est l'absolue priorité. Je vais vous dire pourquoi. On a eu dans les semaines passées des alertes à la bombe dans de nombreux lycées parisiens. Je peux vous dire que ça a terrorisé toute la communauté éducative, les parents, les enseignants, les élèves, et que nous, ça nous a vraiment, ça nous a mis sous stress. Dans les 3 derniers mois, j'ai mis 3 millions d'euros sur la table pour répondre aux demandes de sécurité. On avait 44 demandes de sécurisation lycée qui étaient en attente. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que quand la menace terroriste est très forte, il y a 2 points de vulnérabilité qui sont du ressort de la région, les lycées, mais aussi les transports. Et donc moi, personnellement, je me sens responsable, donc je me sens anxieuse de la sécurité, vous voyez, des jeunes. Et vous pensez que vous proposez une police des transports, ça n'empêche pas les agressions à répétition, les vols, ça n'empêche pas d'avoir des craintes des usagers au quotidien. Vous pensez que le fait d'avoir une police des transports changerait les choses? Alors, la police, c'est l'instrument. L'intérêt de la police, pourquoi? C'est parce que, en fait, le vrai problème, il se déporte. C'est-à-dire que quand vous avez à la RATP, à la SNCF, des agents de sécurité, mais vous n'en avez pas dans les bus. Donc l'insécurité, elle se déporte sur la gare routière ou sur le bus. C'est pour ça que j'ai dit une police régionale. Mais le sujet, c'est plus de présence humaine. C'est aussi plus... Combien de personnes? 350. C'est le chiffre avec lequel... ça a augmenté parce que j'avais vu 250. Oui, 250, c'est mon programme. Mais comme j'en ai discuté avec la SNCF et la RATP, qu'ils ont convenu qu'il manquait du monde, on est arrivé à 350. Donc c'est pour vous dire qu'il en manquait encore. Et les trains bondés, ils auront de la place pour monter dedans, justement, cette police des transports? On se pose cette question, nous. Non, mais il faut moi, je prends le train, des fois, j'arrive même pas à rentrer. Je suis obligé d'attendre 2 trains qui passent. C'est vrai, mais c'est pas dans les trains bondés qu'il y a le plus d'insécurité. C'est plutôt dans les trains vides, la nuit, aux heures creuses. La police des transports, elle sera là aussi pour les fraudeurs. Enfin, alors la fraude, la fraude, je m'y attaque radicalement. Alors je sais que certains, ça a fait sourire, mais la fraude aujourd'hui, la Cour des comptes vient de rendre un rapport, 400 millions d'euros. Plus d'1 million d'euros par jour en Ile-de-France. Et on nous dit à côté, regardez l'état de délabrement, regardez, il faut augmenter le pass Navigo. Eh ben moi je dis non. On n'augmente pas le pass Navigo, on commence par lutter. On commence par lutter contre la fraude avant d'envisager une hausse des tarifs. La hausse des tarifs, ça ne peut être qu'avec l'amélioration de la qualité. Ça ne veut pas dire qu'on n'augmentera jamais les tarifs. Je pense qu'à un moment donné, si on améliore la qualité, ça a un prix. C'était quand même une bonne idée, cette histoire de 70 €. Alors le pass unique, c'est autre chose. Mais il y a la question de la fraude. Moi, j'aimerais revenir un petit instant sur la question de la fraude. J'y tiens, je suis vraiment désolé. Mais vous prévoyez de pouvoir retenir les fraudeurs sans pièce d'identité pendant 4 heures, voire de pouvoir fouiller leur bagage. Oui. Alors déjà pour une fraude, moi je suis tout à fait favorable à la lutte contre la fraude, parce que comme vous le disiez, pour réinvestir l'argent, mais est-ce que ça risque pas de faire des abus, déjà, ces possibilités de fouille, et est-ce que c'est pas extrêmement violent pour une fraude d'être retenu pendant 4 heures et de attendez, deux choses. D'abord, vous êtes fraudeur, vous pouvez tout à fait payer votre ticket quand vous êtes contrôlé. Vous voyez, je vous vois, vous n'avez pas votre ticket, je vous dis Mathieu, vous appelez comment? Vous me répondez, je m'appelle Mathieu, vous sortez votre pièce d'identité ou votre carte d'étudiant et vous dites, je veux payer. Et là, ça s'arrête. Il y a la moitié des gens qui fraudent, ça s'arrête là. Puis il y a ceux qui disent, je m'appelle Donald Duck et j'habite rue du Bonheur. Et j'ai pas de pièce d'identité sur moi.
Et ça, c'est l'autre moitié. Et cette autre moitié, elle ne payera pas sa contravention. Et donc, le sujet, c'est que c'est bien, on fait des lois. Non, mais attends, on a une loi Savary qui durcit les amendes. C'est vrai, c'est vachement bien. Doublons, triplons l'amende de gens qui ne donnent pas leur adresse. C'est avec eux que vous voulez faire des économies, justement. Alors, eux, non. Eux, il faut une sanction efficace. Et la sanction efficace, c'est pas de tripler les amendes. La sanction efficace, c'est pas de faire des peines de prison. C'est comme le jeune qui est pris en scooter sans pièce d'identité, il peut être retenu pendant 4 heures par la police. Si on lui dit que t'es bloqué, dire les 2 euros du ticket ou les 4 euros du ticket la fois d'après, ou les 30 euros de la carte imaginaire la fois d'après, il la paye. Depuis 15 minutes, vous avez au moins utilisé 14 fois le mot sécurité. Bah oui. On a l'impression en fait que votre projet est bâti quasiment que sur ça. Monsieur Nabili, les gens qui parlent de sécurité, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui vont chercher la mesure qui fera qu'on paye l'amende et que parce que ça va ramener beaucoup de... Non mais peut-être que la question de la sécurité, c'est une conséquence d'un processus qu'on ignore en fait. Mais la fraude, c'est question de l'éducation qui a été posée. Parce que celui qui paye, celui qui est honnête, celui qui travaille, lui, il considère que c'est injuste. Vous avez vu ? C'est les dérapages. Avec une police des transports qui pourrait se permettre des choses lors de ces contrôles que même la police nationale ne se permettrait pas. Ça marche pas comme ça, les contrôles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très normé. Ils n'ont pas le droit. Ils sont dans le wagon et ils contrôlent. Et ils contrôlent tout le monde. Donc non, mais moi je comprends que vous soyez attaché aux libertés publiques. Mais moi je vais vous dire... pas que nous, je crois, la plupart des Français. Non, mais je comprends, non, mais que vous vous inquiétiez. Oui. Non, mais que vous vous inquiétiez. Oui. Non, mais franchement, c'est 400 millions d'euros par an qui ne sont pas mis sur la rénovation des transports. Donc si vous voulez qu'on mette de l'argent pour rénover, il faut aussi que tout le monde paye. Voilà. Moi, je voudrais aborder avec vous... Mais la rénovation est prioritaire avant la fraude. Mohamed. Le déménagement qui est prévu donc, pour 2018, justement, vous voulez déménager en banlieue, sortir du 7e arrondissement, vous visez le Val-de-Marne ou Seine-Saint-Denis. Vous êtes la comptable de l'Île-de-France, mais vous êtes aussi peut-être celle qui va pouvoir générer de l'emploi. Comment vous comptez vous y prendre ? Moi, j'ai 2 priorités en Île-de-France. Les transports et la rénovation des transports, parce que ça crée de l'emploi et de la qualité de vie, mais aussi l'emploi, la création d'emplois. Alors, le déménagement, il y a plusieurs objectifs. D'abord, c'est symbolique. La région, c'est pas que Paris. La région, c'est aussi en dehors de Paris, de l'autre côté du périphérique. Et la région, elle doit s'ancrer dans un quartier plus symbolique qu'économique. Populaire. C'est les deux. C'est symbolique et économique. Parce que en déménageant, je pense que je peux économiser au moins 10 millions d'euros de loyer par an. Et je peux vendre aussi les 7 hôtels particuliers dans lesquels on est aujourd'hui. Et avec cette économie, et avec cet argent, avec cet argent, je peux réinvestir. Moi, je veux investir. Ce qui crée de l'emploi, c'est l'investissement. Investir dans quoi ? Dans le logement, dans les transports, et dans les PME, et dans les TPE, et dans les start-up. Et là, on va créer de l'emploi. Et moi, j'ai un vrai sujet. C'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'emprunter 1 million d'euros que d'emprunter 50 000. Et qu'il y a une dynamique entrepreneuriale, notamment dans les banlieues, qui demande qu'à s'exprimer. Et cette dynamique, on ne lui prête pas. Alors, vous savez que c'est la BPI, la Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement, elle est financée par la région. C'est la région qui garantit tous les emprunts. Alors moi, je veux aussi que maintenant, qu'on fasse un prêt pour faire grandir les TPE et qu'on fasse des petits prêts, des prêts entre 10 000 et 50 000 euros pour que des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises dans toutes les villes d'Île-de-France puissent grandir. Et ça va tout changer et ce sera la région qui paye. Et pour revenir sur le... Non, on va lancer le reportage sur les écoquartiers. Beaucoup d'emplois qui vont se créer, ce seront des petites entreprises qui vont créer de l'emploi. Parce qu'elles recruteront un salarié supplémentaire. Il y a plus de 400 000 petites entreprises en Île-de-France. Alors, on abordera évidemment la question de l'emploi, puisque c'est quand même une des pistes sur laquelle nous avions réfléchi, notamment ces entreprises qui s'installent en Seine-Saint-Denis et qui malheureusement ne recrutent pas dans leur vivier les gens de Seine-Saint-Denis. Mais avant ça, je vous propose, Valérie Pécresse, de regarder un reportage réalisé par Pénélope Champeau sur les écoquartiers. Ça nous donnera aussi l'occasion de parler de la politique de la ville. Voici à Limeil-Brévannes, à 30 km de Paris dans le Val-de-Marne. Cette petite commune de 20 000 habitants a construit en 2012 l'écoquartier Les Temps Durables. Mais qu'est-ce qu'un écoquartier ? Qu'est-ce que cela implique dans sa mise en œuvre ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Pour moi, ma définition d'un écoquartier, c'est un quartier en fait qui va peu contribuer en fait aux gaz à effet de serre, mais qui en même temps sera tout un ensemble en fait de modes de vie avec tout ce qui va avec, et en particulier les transports. Et puis la vie avec le reste de la cité, ça me paraît aussi important. Donc là, ce qu'il a d'écologique, c'est une centrale donc, de chauffage, qu'on appelle une centrale biomasse, qui à l'origine donc était prévue pour marcher au bois. Ce sont des bâtiments qui ont été vendus, enfin des appartements qui ont été vendus à l'époque avec une DVA à 5,5%. Et donc, c'était particulièrement attractif pour toute une population jeune. Donc, c'est essentiellement en fait des primo-accédants. Sur les temps durables, on est bien, il n'y a que des jeunes couples, des jeunes gens avec de jeunes enfants.
Mais le problème, c'est que ça a été construit trop vite et que du coup, on se retrouve beaucoup sans structure d'accueil pour nos enfants, pour les ados. La ligne de bus, je crois que c'est un bus toutes les 25 minutes, donc c'est pas évident. Autre problème, des sols pollués par une ancienne déchetterie hospitalière. Certains services publics, comme une école, une crèche, n'ont jamais pu sortir de terre. Comment a-t-on pu construire un écoquartier sur des terres polluées ? Parce que la dépollution en tant que telle n'existe pas vraiment. Vous pouvez dépolluer éventuellement de la terre qui serait un petit peu polluée, ça met 1 an ou 2, il y a des techniques pour le faire. Mais vous ne pouvez pas dépolluer en fait quand ce sont des amoncellements d'ordures. Et donc l'écoquartier, étant durable, est sur un terrain pollué ou... Voilà, donc il est durable. Mais il semble qu'il y ait tout un tas d'autres constructions qui soient faites de cette façon-là. Comme beaucoup d'autres constructions, l'étang durable n'a pas le label écoquartier. Pourtant, depuis 2008, ce type d'offre immobilière fleurit partout en France. Mais aujourd'hui, seuls 39 projets sont labellisés écologiques. Habiter un écoquartier ne serait-ce donc pas qu'un acte militant ? Je ne suis pas persuadée que ce soit la majorité des personnes qui aient fait cet achat par militantisme. La majorité l'ont fait parce que le prix était extrêmement bas. On nous a vendu beaucoup de rêves, vu que, vous savez, c'est des nouveaux bâtiments qui sont censés être super écolos, super économiques pour nous. On est censé fonctionner avec la biomasse et tout, donc c'est pas encore le cas. Donc ça fait que nos charges sont un peu plus élevées que ce qu'on avait prévu. Je vois pas ce qui est écologique dans ce quartier. Après, je sais pas, c'est peut-être les bâtiments, le fait que ce soit bien isolé, mais je pense pas que c'est ça qui fait un quartier éco-durable. Voilà, c'était donc un reportage réalisé par Pénélope Champeau. Quelques réactions, Valérie Pécresse. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment finalement que là, les gens, on leur a promis quelque chose de très intéressant en termes de développement durable, écoquartier, et puis finalement, il y a d'autres problématiques, celle des transports, celle des structures d'accueil pour la petite enfance. En tout cas, la vie quotidienne est peut-être mise plutôt de côté, contrairement à une opération de communication qui certes est intéressante, mais qui ne répond pas aux demandes urgentes. Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut raisonner en territoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner à l'échelle de la région. Il ne faut pas raisonner séparément logement, transport, formation. Il faudrait mettre logement, transport, emploi et formation au même endroit. Parce que sinon, on passe des heures à se déplacer et la vie de famille... Enfin, en fait, notre région, c'est la plus belle du monde à condition de ne pas avoir trop à se déplacer. Donc, il faut raisonner vraiment projet de territoire. Moi, je vais tout décloisonner à la région. Je veux construire. On me dit, il n'y a pas de terrain. C'est faux. Il y en a plein. On a un institut d'aménagement à la région qui a recensé toutes les friches. Moi, j'étais l'autre jour à Villejuif, puisque ça c'est dans le Val-de-Marne, à Limaï-Brévannes, mais j'étais à Villejuif, à l'Aïle-les-Roses. On a à Orly, on a à Rungis, on a des terrains prêts à construire. Construire, mais pas trop, parce qu'à Bondy, par exemple, c'est le cas. Il y a beaucoup d'habitants qui ont remarqué que depuis quelques années, il y a eu des constructions, des logements sociaux un peu partout, mais vraiment un peu trop. Alors, moi, vous savez que j'ai un petit peu mis un pavé dans la mare là-dessus. J'ai dit qu'il ne fallait pas concentrer toutes les difficultés sociales au même endroit. Et j'ai dit que la mixité sociale, c'était dans les deux sens. Que oui, les villes de droite... Mais vous avez un pouvoir, vous, en tant que présidente, parce que oui, c'est ça, bien sûr, j'ai un pouvoir, parce que c'est moi qui paye. Et quand on paye, on a un peu de pouvoir si on l'utilise. Donc le sujet, c'est que la région, elle est cofinanceur des opérations de logement. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est que dans les villes qui étaient carencées en logement social, on allait en faire davantage, mais dans les villes où... Souvent des villes gérées par des équipes de droite. Oui, alors ça, c'est un petit peu un mythe, parce que Manuel Valls a donné le nombre de villes qui étaient, j'allais dire, en infraction avec la loi SRU. Il y a 1200 communes en Ile-de-France, et il en a trouvé 8 qui étaient en infraction. Alors dans les 8, et puis dans les 8, par exemple. Voilà, Neuilly. Mais Neuilly, moi je veux bien qu'on rachète des hôtels particuliers à Neuilly pour faire du logement social, ça va coûter cher le logement social. Donc effectivement il y a Neuilly, mais au-delà de ça, c'est très peu, 8. Donc je m'intéresse à chaque ville individuellement pour régler ses problèmes. Mais le logement très social, il ne faut pas en concentrer trop. Sinon, on arrive avec des écoles qui viennent des écoles ghetto, et où il n'y a plus d'ascenseur social, et où les classes moyennes s'enfuient. Et on connaît bien le syndrome en Seine-Saint-Denis, où on a des quartiers qui sont des quartiers, j'allais dire, bourgeois, mais qui sont repliés face à d'autres quartiers qui deviennent des quartiers ghetto. Et ça, c'est ce qu'on veut empêcher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut dire, on ne financera plus du logement très social, là où il y en a déjà 30%. Et pour revenir sur ces différences physiques, je prends l'exemple de la Plaine Saint-Denis, où on a plein de grandes entreprises, de grands noms qui s'installent. Enfin, moi j'en connais des gens qui aimeraient bosser dans ces boîtes-là, qui ont postulé des milliers de fois et qui ne sont pas recrutés. Qu'est-ce qu'on peut faire
pour faire rentrer ces gens-là dans ces grandes entreprises qui viennent s'installer chez eux et qui au final ne bénéficient de rien venant de ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Les entreprises qui profitent du foncier et qui ne répondent pas finalement à une demande de main-d'œuvre, entre guillemets, locale. Moi, je crois que l'une des vraies réponses, ça peut être l'apprentissage. L'apprentissage avant le bac, mais l'apprentissage aussi post-bac. Pourquoi? Parce qu'on a des entreprises qui ont des obligations légales. Obligation légale de prendre des jeunes en apprentissage. Et moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on les mette face à leurs responsabilités. Et c'est la région qui finance l'apprentissage. Moins 18% sur le pré-bac. En dessous du bac, en apprentissage depuis 4 ans. Donc c'est pas possible. Donc allez-vous prendre des apprentis au conseil régional? Eh ben c'est toute la question. Nous, c'est ma prochaine séance. Je vais tout changer sur les critères d'attribution des subventions de la région. Aujourd'hui, la région donne 2 milliards de subventions par an. À chaque fois qu'on me demandera une subvention, je conditionnerai la subvention à une seule chose. Je vais simplifier tous les dossiers, une seule chose, l'accueil d'un jeune. Soit en stage, soit en apprentissage, soit en contrat d'insertion mission locale. Vous me prenez un jeune. C'est votre devoir civique. Vous le prenez. Alors en stage, 2 mois au minimum, ou bien en contrat d'apprentissage, ou bien en contrat de mission locale. Ça coûte pas grand-chose, ni à l'association, ni à l'entreprise, mais derrière, il y a une vraie mission de lui mettre le pied à l'étrier. Parce que vous savez bien, on est dans un cercle vicieux. Lorsque vous parlez d'une économie de 400 millions d'euros de baisse de la dépense par an, et notamment sur les subventions, vous ciblez quelle association et sur quels critères finalement? Alors, c'est 400 millions sur la mandature. Oui. L'idée, c'est surtout de faire des économies sur le fonctionnement d'abord du conseil régional. Oui. On a aujourd'hui 31 organismes associés. 31 organismes associés qui ont été créés, et il y en a 16 qui ont été créés dans les 10 dernières années. Je crois qu'objectivement, on pourrait faire mieux avec moins. Et notamment ces organismes, moi je ne sais pas toujours ce qu'ils font. Parce que qu'est-ce que dit la Chambre régionale des comptes? Elle dit que dans les 120 millions des organismes, il y en a 40% qui partent en frais de structure. Les bureaux, les secrétaires, les collaborateurs. Moi, je pense que donc on fait des économies. Tout à fait à l'inquiétude que nous avions sur la question du monde associatif. Le monde associatif, c'est un monde qui est créateur de liens sociaux. Et vous comptez économiser 50 millions d'euros sur ce monde associatif. Oui. Quelles associations vont être visées? Ça, c'est une vraie inquiétude je sais, mais alors... Pour le vivre ensemble. D'abord, les associations reconnues d'utilité publique, j'ai dit que je sanctuarisais les subventions. C'est-à-dire que tous ceux qui sont vraiment d'utilité publique, qui ont pignon sur rue, les associations sociales, les grands réseaux associatifs, ils garderont leurs subventions. En revanche, on a 210 000 associations dans la région Île-de-France. 210 000. Il n'y en a que 3 000 qui sont subventionnées par la région. Et moi, je ne sais pas comment on les choisit, les 3 000. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est qu'on regarde, qu'on vérifie quand même que ce n'est pas surtout par copinage ou par clientélisme qu'on a subventionné. Et que l'association, elle a bien une activité réelle. Parce que l'année dernière, j'ai demandé les comptes rendus d'activité, je me suis aperçu qu'il y avait eu 25 millions qui avaient été versés à des associations qui n'ont jamais rendu de compte rendu d'activité, vous voyez. Donc le sujet, c'est quand même aussi le contrôle de l'action de ces associations. Et puis je voudrais faire du crowdfunding, du financement participatif, parce que je pense que si les franciliens ont... Il y a un label, par exemple, Action d'intérêt régional. Je pense que ça incitera beaucoup aux dons, parce qu'on aura un espèce de label de confiance, quoi. L'association fait un beau travail de terrain, etc. Et on pourra doubler les subventions de la région. Alors, moi, je vais chercher l'argent, mais j'essaye de faire en sorte de faire des économies quand même. C'est l'heure de recevoir Nassira El Mouadem. Bonjour Madame Pécresse. Bonjour Nassira. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette question de la fameuse charte éthique que vous avez fait adopter. C'était donc le 21 janvier dernier en séance plénière. Et alors, cette charte éthique, elle est là. Elle fait 3 pages, elle est assez courte. Et alors, c'est assez étonnant parce que dans cette charte éthique, il n'y a jamais mention du non-cumul des mandats. Pourquoi ? Moi, en tout cas, je me suis appliquée à moi-même mes engagements de campagne, c'est-à-dire que j'ai démissionné de l'Assemblée nationale et j'ai décidé de ne pas cumuler avec aucun autre mandat. Ça, c'est pour votre décision personnelle et elle est louable. Mais en revanche, on ne retrouve jamais cette question du non-cumul des mandats. Pour la bonne et simple raison que je ne peux pas l'imposer, c'est la loi. Et la loi, elle s'applique en 2017. Donc je me suis dit que ça allait s'appliquer assez vite à mes élus sans que j'ai besoin de le mettre dans la charte. Il y a un amendement justement du groupe socialiste qui a été proposé lors de la discussion en séance plénière
plénière le 21 janvier, un amendement qui propose justement le non-cumul des mandats pour vos vice-présidents. Il y a à peu près 15 vice-présidents et il y en a 4 qui sont parlementaires. Alors il y a Jérôme Chartier qui est député, Chantal Joanneau qui est députée également. Sénatrice, pardon, David Douillet, député, et puis Anne Chain-Larcher qui est sénatrice. Pourquoi ne pas avoir anticipé sur la loi, puisque vous le dites, en 2017, ils devront choisir entre soit leur mandat de parlementaire, soit leur mandat de vice-président. Vous auriez pu anticiper, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour vous-même, puisque vous avez vous-même abandonné votre mandat. Moi-même, c'était mon choix, c'était ma décision. Alors d'abord, première chose, s'ils ne travaillent pas, ils quitteront leur fonction. Donc je ne veux que des gens qui se mettent vraiment au travail. Deuxièmement... Ça veut dire que si, par exemple, admettons, Chantal Joanneau, Jérôme Chartier ne sont pas disponibles à 100% en séance plénière, ne remplissent pas leurs fonctions, mais tout à fait, vous leur direz quoi? Vous leur direz il faut choisir? Oui, mais non seulement ils seront complètement dedans, parce qu'ils sont à fond dans mon projet, et en plus ils ont envie de faire des choses. Donc ils sont complètement dans le projet régional. Et pourquoi je les ai choisis? C'est tout pas simplement... le cas pour Madame Pécresse, c'est pas le cas pour Madame Joanneau. Madame Joanneau était absente de la dernière séance, par exemple. Non, c'est complètement faux. Si, j'ai le rapport. J'ai le rapport. Elle n'a pas signé la feuille de présence. Elle n'était pas là. Écoutez, si elle n'était pas là, c'est sans doute qu'elle avait une vraie excuse. Et vous me permettrez de dire que dans mon équipe régionale, Chantal Joanneau avec Yann Berling sont quand même les deux figures les plus compétentes. Et moi, c'est la compétence qui a primé. Moi, j'ai choisi des vice-présidents en fonction de leurs compétences. Ce qui est vrai, c'est qu'en 2017, Chantal, comme tous les autres, devra faire le choix entre la vice-présidence à la région et son mandat de député. On va aller plus loin, justement, dans cette charte éthique, Madame Pécresse. Il y a l'engagement numéro 2 sur les recrutements familiaux. Et alors, lorsqu'on lit la charte que vous aviez vous-même rédigée pendant la campagne, puisque celle qui a été votée, elle est issue de cette charte-là que vous aviez vous-même rédigée, on note, les conseillers régionaux s'engagent à ne pas recruter ou faire recruter leur conjoint ou un membre de leur famille, y compris dans des emplois de collaborateurs politiques. Ça, c'est la version initiale. La notion d'emploi de collaborateur politique a disparu dans la version finale. Pourquoi ? Ah, écoutez, alors je suis perturbée. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un paragraphe supplémentaire sur les collaborateurs politiques ? Absolument pas. Cette mention disparaît de la version finale votée. Franchement, je déclare, je n'ai aucune idée de pourquoi ça a disparu. En tout cas, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a aucun collaborateur politique qui est membre de la famille d'un conseiller régional. Et je ne vois pas pourquoi on l'a fait. Ça doit être pour des raisons légales. La question que je voulais vous poser, justement, pourquoi ça a disparu, tout simplement? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont proches, membres de la famille d'un conseiller régional et qui sont collaborateurs politiques? La réponse est non. Bon. On va aller un petit peu plus loin sur la question des subventions aux associations. Elle a l'œil, c'est dramatique. On va aller un peu plus... C'est pas dramatique, c'est plutôt bien, c'est dramatique. Non, mais c'est dramatique parce que je n'ai pas d'explication. Bon, très bien. Bon, on va essayer d'en avoir peut-être plus tard. Sur l'interview... Il n'y a pas eu d'amendement, je vous rassure, il n'y a pas eu d'amendement du Parti Socialiste. Non, j'ai vérifié, il n'y en a pas eu, absolument. En revanche, il y en avait eu un sur le cumul des mandats des vice-présidents, que vous avez rejeté. Oui, mais ça, c'est très facile. Mais quand ils deviennent ministres, ils continuent à rester au Conseil régional. Donc voilà. Quand on n'est pas concerné, on est toujours beaucoup plus. L'interview au JDD sur... Moi, je me suis appliquée à moi-même le non-cumul et je n'étais pas obligée de le faire. Et beaucoup vous l'ont loué, Madame Pécresse. L'interview au JDD, la chasse au gaspillage, c'est parti. En janvier 2016, vous dites « J'ai décidé de geler toutes les subventions non obligatoires pour prendre le temps de réexaminer leur attribution lors du débat budgétaire ». Est-ce que les subventions qui sont versées aux associations, aux ONG qui viennent en aide aux réfugiés et aux migrants, est-ce qu'elles sont concernées par ce gel que vous imposez au Conseil régional? Tout le monde est impacté, toutes les associations, quelles qu'elles soient, jusqu'en avril. En avril, on reprendra. Sur la délibération réfugiés-migrants, puisque je vois que vous y intéressez, moi j'étais contre cette délibération en tant qu'elle mélangeait la situation des migrants et la situation des réfugiés. Pour moi, les deux situations ne sont pas les mêmes. Les réfugiés, c'est le devoir humanitaire de la France, ils sont en situation régulière. Il y avait une volonté de la part de la mandature précédente d'assimiler la situation d'un étranger en situation irrégulière et celle d'un réfugié politique. Eh bien moi, ou un réfugié pour des raisons humanitaires, moi ce ne sont pas les mêmes situations. Quand on est en situation régulière, on a le droit d'être aidé. Quand on est en situation irrégulière, on a vocation à rentrer. Pas de subvention à Médecins du Monde, par exemple. Vocation pas à de subvention à Secours catholique, ni à Médecins du Monde, qui aident les réfugiés, les migrants, même irréguliers. Non, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit que d'abord, je sanctuarisais toutes les associations d'utilité publique et surtout, je finance action par action. Donc si l'action est destinée à accueillir des réfugiés, elle sera financée. Si c'est un soutien aux étrangers sans papier, ce ne sera pas financé. Très bien. Merci à vous, Madame Pécresse. C'est clair.
Merci beaucoup Nassira El Mouadem, on vous retrouve le mois prochain. Merci encore une fois à Nassira. C'est l'heure de recevoir le public qui est là depuis le début de cette émission. On commence par une question ici. Ouais, bonsoir Madame Pécresse. Alors j'aurais une question. Vous avez parlé d'inégalité en matière d'éducation et en matière sociale. Je me demandais que comptez-vous faire en fait pour inciter les jeunes de quartier à avoir accès à la culture en fait, vu qu'ici, notamment en Ile-de-France, il y a beaucoup d'inégalités liées à l'accès à la culture, vu que c'est concentré dans Paris intramuros. Donc qu'est-ce que vous comptez faire? Merci. Alors, plusieurs choses. Déjà, faire venir la culture sur les lieux de vie, ça c'est très important. Ensuite, je voudrais mettre en place une aide à l'investissement pour les lieux de culture. Parce qu'on sait bien que il y a des très belles salles qui ont pignon sur rue, qui ont des moyens, et puis il y a des petites salles qui n'ont pas de moyens. Et notamment, dans les villes populaires, on a des salles qui tombent un peu en ruine. Donc j'ai un peu secoué tout le monde et j'ai dit l'accès à la culture, c'est important. C'est pas important seulement dans les villes populaires, c'est important aussi dans la ruralité. Vous savez qu'en Ile-de-France, on a une ruralité qui vote à 40% FN. Et on va vous suivre tout au long de cette mandature, vous le savez bien. Et je viendrai vous rendre des comptes, parce que j'ai compris que Nassira, à la virgule. Merci beaucoup en tous les cas, Valérie Pécresse, d'avoir répondu à notre invitation. Vous le savez, vous connaissez cette émission, il y a une affiche qui va arriver dans un instant et vous devez faire cette fois-ci votre dédicace en tant que présidente de la région Île-de-France. Pendant ce temps, je voudrais vous montrer l'affiche du film La Vache de Mohamed Hamidi. C'est son deuxième film. Mohamed est cofondateur du Bondi Blog. Le film est dans toutes les salles depuis le 17 février dernier avec Fadsa Bouyahmed, Jamel Debbouze et Lambert Wilson. Évidemment, on n'oublie pas La Vache qui s'appelle Jacqueline, qui est nominée dans la catégorie Espoir animalier au prochain César. Il y a forcément un cinéma pas loin de chez vous si vous souhaitez vous fendre la poire, et vous verrez que la poire est un mot-clé important de ce film. On va vous offrir un livre de Jean-Pierre Mignard, Valérie Pécresse. C'est un livre intitulé Robert Kennedy, La foi démocratique. C'est Jean-Pierre Mignard qui est donc avocat au barreau de Paris. C'est aussi un des soutiens du Bondi Blog. Voilà le cadeau, Madame la Présidente. Mais contre ça, il faut lire votre dédicace à haute voix. Alors j'ai mis longue vie au Bondi Blog Café. À bientôt pour l'emménagement de la région Seine-Saint-Denis. Amitié, Valérie Pécresse. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir notamment répondu aux questions de Mathieu Blard, Inès Elaboudi et Mohamed Mezreh. Merci à Jamart et à Zadig Productions et évidemment à LCP François où on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit. Merci beaucoup, au revoir. Elle tient beaucoup le crachoir, si je peux me permettre l'expression. Et ce qui fait qu'elle n'est pas évidente à couper parce qu'elle parle beaucoup. Personnellement, j'ai pas plus de crainte que ça. On est passé partout avec la gauche, donc on peut aussi passer partout avec la droite maintenant. Il y a une tradition à droite dans les collectivités qui consiste à taper sur la vie associative. Je crains que Valérie Pécresse poursuive cette tradition. Moi, j'ai eu surtout cette impression que elle part à la chasse à toutes les subventions, elle part à la chasse à tout le monde. De toute façon, je pense même pas qu'elle s'en cache de ça, de faire des économies d'un côté pour investir dans son cheval de bataille, la sécurité en Ile-de-France. Mais l'emploi, c'est quand même pour moi une plus grosse priorité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à finir le mois. C'est ça pour moi la priorité, et encore plus en Ile-de-France.